Bonjour à toutes, bonjour à tous. Monsieur le Président du CESE, cher Thierry Baudet, Monsieur le Président de l'IRES, cher Fabrice Coquelin, cher Frédéric Loret, Monsieur le Directeur Général et Messieurs les Présidents et les Secrétaires Généraux. Je suis particulièrement heureux de représenter France Stratégie pour ce 40e anniversaire de l'IRES et puis que ça ait lieu ici, effectivement, pour les raisons que vous avez dites. La maison de la société civile organisée, mais aussi la maison de l'écoute des citoyens. Et le lieu et l'occasion entrent en résonance profonde avec des éléments clés de l'identité, de la raison d'être et de la manière de travailler de France Stratégie. Alors nos missions respectives à l'IRES et à France Stratégie nous conduisent souvent sur des chemins qui se rejoignent, qui se croisent parce qu'on arpente les mêmes territoires. On se pose souvent les mêmes questions et assez souvent on arrive à des conclusions voisines. Donc beaucoup d'occasions de se retrouver. Je voudrais vous dire quelques mots sur où on en est dans nos réflexions sur les sujets que vous avez abordés à l'instant, à propos d'un rapport qui s'appelle « Soutenabilité, orchestrer et planifier l'action publique » qu'on a publié il y a quelques mois au printemps et qui portait des messages finalement très simples. L'idée, c'est que nous allons devoir agir très fort, sans aucun retard, et vraiment dès maintenant, pour lutter contre le réchauffement. C'est quelque chose que l'humanité tout entière essaie de s'approprier. Ça n'est jamais arrivé à cette échelle-là dans l'histoire de l'humanité que sur la base d'un constat scientifique, l'immense majorité des pays se donnent des objectifs, chacun, mais qui ensemble forment un objectif partagé, on y reviendra. Et ces changements, ils vont être très importants, pas simplement techniquement, ils vont changer nos vies, ils vont changer la manière dont on produit, la manière dont nous nous nourrissons, la manière dont nous nous chauffons, la manière dont nous nous logeons plus généralement, dont nous nous déplaçons. Et nous voyons bien que si on veut changer tout ça, ça va être coûteux, ça sera difficile. Et on n'y arrivera pas si les conditions de l'acceptation par tous de ces évolutions ne sont pas réunies. Or, au même moment, notre pays, comme beaucoup de pays occidentaux développés, vieillit. Et avec le vieillissement du pays, il y a des dépenses accrues pour défendre notre modèle social, qui est le ciment de notre nation et de l'unité de la nation. Mais nous faisons ça à un moment où la croissance est modeste, où les gains de productivité sont très modestes, où il n'y a pas de perspective forte, ni que la croissance, ni que les gains de productivité augmentent significativement à court terme. Et nous sommes donc dans des circonstances qui sont extrêmement différentes des circonstances qui avaient permis de mettre en place la protection sociale. C'était des circonstances où la croissance finançait l'extension des droits. Et donc, les défis que tout gouvernement va avoir à relever dans les années qui viennent sont considérables et ils sont probablement d'une ampleur et d'une urgence qui n'a pas de précédent dans les décennies récentes. Nous devons faire ça à un moment où la défiance de nos concitoyens vis-à-vis de leurs institutions en général, toutes les institutions, est extrêmement élevée et elle est singulière par rapport aux pays qui nous ressemblent. Vous savez, il y a tous les ans des questionnaires normalisés, des sondages qui sont faits dans la plupart des pays qui se ressemblent, de l'Union européenne, de l'OCDE, et qui donnent régulièrement une place à part pour le degré de défiance vis-à-vis des institutions de notre pays. Et nous savons donc, et c'était une des conclusions importantes de notre rapport, que nous ne réussirons les transitions qu'il y a à faire que si elles sont reconnues comme le fruit d'une fabrique des politiques publiques, de la décision publique, qui est elle-même à la hauteur des attentes. Ça veut dire très concrètement que les réformes envisagées doivent tenir compte des résultats des évaluations des politiques menées dans le passé. Je commence toujours par ce point-là parce qu'on a toujours envie de dire les évaluations, ça vient après. En fait, les évaluations, ça devrait venir avant le moment où on lance une réforme. Parce qu'on regarde les réformes passées, on en tire les conclusions et à ce moment-là, on se pose la question de savoir ce qu'on pourrait faire mieux pour la prochaine réforme. Il faut donc qu'on ait cette étape des évaluations et puis ensuite il faut que les débats puissent se dérouler d'une manière convenable
Et ça, c'est au fond quelque chose sur quoi notre manière de voir a énormément changé dans le temps, puisque nous savons qu'il faut une scansion où, après qu'une réforme est envisagée, il y a des temps de débat avec la société civile organisée, qui doit pouvoir s'approprier les projets, contribuer aux projets, porter ses propres projets et en discuter avec le gouvernement. Des temps de débat qui sont devenus maintenant une composante nécessaire de la démarche avec des citoyens dans des contextes qui peuvent être très différents. Il y a tout ce que fait la CNDP qui est toujours important et ses innombrables ramifications, mais il y a d'autres enceintes aussi qui peuvent exister. C'est un sujet évidemment absolument majeur pour que les choses fonctionnent comme elles doivent fonctionner. Au-delà de ça, il faut trouver la bonne articulation entre démocratie citoyenne, démocratie par le dialogue social, démocratie sociale, et la démocratie représentative à l'Assemblée nationale et au Sénat. C'est quelque chose sur quoi on a tâtonné. On est encore très loin d'avoir trouvé les bonnes solutions, mais on sait que si on ne le fait bien et qu'on n'y pense pas suffisamment tôt, on va à l'échec en créant des grandes frustrations dans les conventions citoyennes et en créant des situations où les parlementaires, eux, ont l'impression d'être dépossédés de ce qui est le cœur même de leur mandat. Cette articulation entre les phases de démocratie sociale, de démocratie citoyenne et de démocratie représentative classique est un des enjeux absolument majeurs de la période qui s'ouvre devant nous. Et on a quand même encore beaucoup de progrès à faire pour trouver la bonne solution. Une fois qu'on arrive au Parlement, ce n'est pas fini. Il faut que le Parlement ait le temps de faire son travail convenablement. Et avec les batailles d'amendements un peu pour la forme qu'on connaît actuellement, on ne peut pas dire que ce soit le cas. Aucune solution n'est facile, sinon peut-être qu'elles auraient été mises en œuvre, mais on voit aujourd'hui un show qui ne permet pas forcément, alors même qu'on y passe des heures, à avoir un débat argumenté sur les options des différents projets qui sont examinés. Et donc, si on veut que nos concitoyens retrouvent un peu de confiance dans leurs institutions, après ces étapes du dialogue avec la société civile organisée, du dialogue avec les citoyens en direct, il faut que la démocratie représentative projette d'elle-même l'image d'un débat argumenté dans lequel nos concitoyens peuvent se reconnaître. Et puis, il faut enfin qu'on s'assure de la cohérence de ce qui va être produit. Et ça, c'est un des points clés de notre rapport sur les soutenabilités. Ce que nous avons vu, et ça a été une des dimensions importantes de la crise des Gilets jaunes, c'est que quand on lance une politique qui paraissait bien conçue, de hausse graduelle, annoncée à l'avance, de la taxe carbone, on peut produire des effets qui ont été mal anticipés et qui conduisent à ce qu'une partie de la population se retrouve plongée dans des situations qui sont extrêmement critiques pour elle et qu'elle manifeste de manière inattendue l'ampleur du choc qu'elle ressent. Et puis après, une fois qu'une dynamique de ce type est lancée, beaucoup d'autres choses sortent. C'est ce qui s'est passé pour la crise des Gilets jaunes. Si nous voulons donc réussir ça, il faut que le cadre de cohérence des différentes législations soit fait. Ce n'est pas simplement qu'on s'assure qu'on est bien sur la trajectoire de décarbonation, mais c'est que toutes les politiques connexes qui peuvent être impactées par la trajectoire de décarbonation soient cohérentes avec la politique de décarbonation, la politique de lutte contre le réchauffement climatique. Ça, c'était un des points clés de notre rapport. Et au fond, ce point clé a été un peu ce que porte le secrétariat général à la planification écologique. C'est une institution qui nous paraît répondre à un besoin extrêmement fort et dont nous avons salué avec beaucoup de plaisir l'arrivée dans le champ institutionnel. Si vous avez l'occasion de lire l'article 1 du décret qui crée le SGPE, vous verrez, c'est exactement ça. Pour une fois, c'est quelques lignes. Ce n'est pas un décret de 10 pages, c'est un décret d'une page. Et il dit les choses vraiment très bien. Alors, pardon, chez France Stratégie, nous essayons de travailler dans l'esprit que je viens de vous décrire depuis que nous existons, depuis la création du commissariat général du plan dans l'immédiate après-guerre.
Et nous savons qu'un dialogue régulier, un dialogue approfondi, exigeant, avec les partenaires sociaux, est absolument nécessaire pour nous pour agir de manière pertinente. Alors chez nous, ça prend des formes très particulières. Nous élaborons notre programme de travail en rencontrant les organisations syndicales, en les écoutant, en essayant de prendre en compte leurs attentes, les thèmes sur lesquels elles voudraient nous voir nous engager. Ça se traduit par le fait que les partenaires sociaux sont présents dans de nombreuses de nos instances. Quelques exemples. Quand, avec la DARES, nous faisons la prospective des métiers et des qualifications, il y a un comité d'orientation où sont les partenaires sociaux et où, d'ailleurs, un ancien président est parmi nous aujourd'hui. Lorsque nous faisons l'évaluation des ordonnances travail, lorsque nous faisons un travail d'évaluation du plan de relance ou de la loi Pacte, les partenaires sociaux sont présents dans nos comités d'évaluation et c'est pour nous un enrichissement essentiel et une garantie essentielle du fait que ce qui sera produit par ces comités d'évaluation ne traduit pas la vue d'un chercheur isolé ou d'une administration, mais bien quelque chose qui a été construit collectivement. Quelques mots, si vous le voulez bien, pour vous dire comment nous voyons les choses sur deux points particuliers qui sont la prospective des métiers et des qualifications et puis sur l'incarnation territoriale des politiques que nous avons souvent étudiées d'abord au niveau national. Dans Métiers 2030, avec la DARES toujours, donc, nous avons fait un exercice prospectif sur le nombre de recrutements qu'il va falloir faire dans les différents métiers, dans les différents secteurs, compte tenu des perspectives économiques et puis de la pyramide des âges des différents métiers. Et ce sont des thèmes qui rejoignent un certain nombre des sujets que vous avez discutés ce matin et qui viennent de manière récurrente d'ailleurs dans les publications de l'IRES qui enrichissent nos travaux régulièrement. Nous sommes dans des phases de croissance modèle, je l'ai dit. Nous sommes dans des phases de déformation très graduelle du tissu économique et des répartitions entre secteurs. Et donc, les recrutements, ils servent d'abord à remplacer les gens qui partent en retraite. C'est seulement ensuite qu'ils traduisent le fait qu'il y a des métiers dont les effectifs décroissent et d'autres métiers dont les effectifs croissent d'une année à l'autre. C'est ce qui explique, quand on regarde les 5 plus grands recrutements qui vont être faits, domaines de recrutement qui vont être faits d'ici 2030, qu'on va trouver soit des domaines dans lesquels la population dans un métier est assez âgée, soit ou également des métiers où il y a énormément de monde qui travaille, et donc on va retrouver les enseignants, mais on va retrouver aussi les agents d'entretien, les aides à domicile, les aides-soignants ou les conducteurs de véhicules. J'insiste sur ça parce que quand on pense à l'avenir de l'emploi, à l'avenir du travail, souvent la focalisation se fait sur les choses innovantes et sur les choses qui changent par rapport aux pratiques professionnelles dont nous avons l'habitude. Là, je parle de métiers dont les pratiques professionnelles vont évoluer, mais qui sont des métiers bien identifiés, bien connus, avec des très grands nombres de salariés. Quand on essaie de regarder où viennent les emplois additionnels, alors je mets de côté le cas très à part des ingénieurs informatiques, qui est vraiment le segment où il y a la plus forte croissance d'ici 2030, eh bien, on voit que ce sont très souvent des métiers qui sont liés au vieillissement de la population, avec les besoins croissants de soins et d'accompagnement, et en particulier l'accompagnement des personnes âgées dépendantes. Et puis, quelquefois, c'est lié à des politiques publiques, et c'est notamment ce qui se passera si on réussit à faire le niveau d'ambition qu'on a dans la rénovation des appartements, des logements, des maisons, parce que là, il faudra beaucoup de monde dans le second œuvre du bâtiment, et on parle d'un impact total sur l'emploi, d'une stratégie nationale bas carbone réussie, exécutée, de l'ordre de 200 000 personnes, dont 120 000 personnes qui seraient dans le second œuvre du bâtiment. Ça ne va pas être si simple que ça à faire parce que ce n'est pas forcément des métiers qui réussissent à recruter facilement. Et donc, évidemment, tout cela ne réussira que s'il y a des dispositions prises pour accompagner le mouvement de manière très active. Il faut aussi que nous nous préparions au fait qu'il y aura des métiers dont la place va se réduire. Le cas qu'on a tous en tête, qui sera probablement le cas le plus important, c'est celui de certains segments de l'industrie automobile, parce qu'en passant des véhicules thermiques aux véhicules électriques,
il y a des métiers, les moteurs à explosion, les boîtes de vitesse, qui vont d'abord fléchir peu à peu et puis peu à peu disparaître. On a une douzaine d'années pour s'y préparer, donc on a du temps, mais je dirais aussi qu'il n'y a pas un moment à perdre si on veut réussir ça, en termes d'accompagnement, en termes de diagnostic, en termes d'analyse territoriale des enjeux, en termes de plan de reconversion, de formation initiale, de formation tout au long de la vie. Et donc là, il y a des enjeux considérables. Et c'est donc pour nous un des domaines dans lesquels la réflexion, le dialogue social vont jouer un rôle absolument déterminant. Il y a des métiers qui vont changer à cause de la technologie. On parlait tout à l'heure de l'intelligence artificielle, du numérique. Là, l'impact sera plus sur la pratique professionnelle que sur l'emploi. C'est quelque chose sur quoi il y a eu des moments où on a eu des grandes paniques sur est-ce que ça va changer beaucoup l'emploi. Je pense aujourd'hui qu'on peut dire avec un assez bon degré de confiance que ça va plutôt changer la manière dont on travaille que déplacer des dizaines de milliers d'emplois dans la décennie qui vient. Après, c'est difficile de dire, mais disons à l'horizon d'une décennie, c'est ça qu'on peut dire. Du coup, ce qui va probablement avoir l'impact le plus important sur le changement des problématiques professionnelles, des pratiques professionnelles, ça va être le réchauffement. Nous allons bientôt publier un papier sur ça, mais nos concitoyens, nous-mêmes, on sous-estime le nombre de gens qui vont être directement impactés ou indirectement impactés par le réchauffement. Ça va changer les méthodes de travail, les modes de production, ça va changer les horaires, ça va changer énormément de choses et ça changera aussi des choses tôt ou tard dans la réglementation, puisqu'aujourd'hui la réglementation elle est plutôt tournée vers une obligation de protection générale et de ne pas exposer les salariés à des risques. On voit très bien qu'on va être amené à aller vers de plus en plus, dans des cadres conventionnels, dans des cadres réglementaires, de précision, parce que le réchauffement climatique, il est à nos portes. Ce qui s'est passé l'été dernier va se reproduire, et il y a beaucoup de métiers qui en ont beaucoup souffert. Un élément nouveau pour cette prospective des métiers, c'est que nous allons en donner dans quelques semaines une version régionale. Et alors ça répond à une attente que beaucoup d'entre vous aviez exprimée. Ça n'a pas été extrêmement simple à construire, ce n'est pas encore extrêmement robuste, donc avant de le publier, on le teste avec les régions et avec les préfectures de région pour s'assurer qu'il n'y a pas de grosses incohérences. Je crois qu'on est sur quelque chose d'à peu près robuste, mais évidemment, on essaiera de faire mieux dans les éditions suivantes. Ça sera un instrument de travail utile, je pense, pour les organisations syndicales et pour tous ceux qui sont impliqués dans la formation professionnelle. Autres sujets territoriaux dans lesquels nous investissons beaucoup et sur lesquels nous lançons maintenant un projet de réflexion, c'est comment est-ce qu'on transcrit dans les différents territoires les objectifs nationaux de la transition écologique. Alors l'expérience, le sujet qui saute tout de suite aux yeux, c'est la réduction de l'artificialisation des terres, c'est la lutte contre la réduction des espaces naturels, agricoles et forestiers. Et puis, à terme, l'objectif de zéro artificialisation nette. On a un objectif fixé par la loi Résilience Climat de réduction de moitié du rythme dans les 10 ans qui suivent les 10 dernières années. Ça va être difficile à atteindre quelquefois moins difficile parce qu'il y a des territoires qui artificialisaient peu. Mais comment est-ce qu'on fait la jonction? Comment est-ce que les collectivités territoriales, les élus, les administrations locales s'approprient cet objectif et construisent ensemble quelque chose qui convergera vers l'objectif? C'est en fait exactement la même problématique que celle de la COP21. La COP21, elle est sortie avec des objectifs de contribution déterminés nationalement, dont c'était un peu un pari sur l'avenir de penser qu'elle convergerait pour permettre d'aller vers moins de 2 degrés et le plus près possible d'1,5 degré de réchauffement. On va être obligé d'être dans des méthodes de ce type. Et pour un pays qui tâtonne souvent sur les questions de décentralisation, ça va être un test en grandeur nature de sa capacité à fonctionner, et ça va mobiliser tous les acteurs sociaux au niveau local. Et ce qu'on voit déjà, nous, c'est que le cadre dans lequel ces exercices se font est de plus en plus impacté par les conseils régionaux et la contribution des Césaires aux conseils régionaux. Notre parti pris chez France Stratégie, c'est de penser qu'à tous les échelons, du plus local au national,
une démocratie citoyenne qui est vivante, une démocratie sociale qui est riche, qui se réinvente sans cesse. Ce sont les conditions indispensables d'une vie démocratique réelle, d'un bon exercice démocratique dans notre pays. Et le dialogue que nous avons jour après jour avec les représentants des organisations syndicales dans les instances où elles siègent chez nous, nous renforce dans cette conviction. Alors l'IRES a mené ces derniers temps une réflexion en profondeur sur sa vocation, son avenir, que Jean-Paul Guillot va présenter dans quelques instants. C'est une démarche bienvenue, évidemment, et je pense qu'elle nous conduira à une conscience renforcée de la convergence de nos préoccupations et de nos thèmes d'intérêt. Et pour toutes ces raisons, et c'est avec cette conviction que nous sommes heureux que vous nous ayez associés à cette célébration de vos 40 ans. Merci.